Comme dans toutes les histoires humaines, il sera question ce soir de gentils et de méchants. On verra comment certains loups se déguisent en agneaux et comment un brave spécimen peut se transformer en cruel tortionnaire. La célèbre expérience de Milgram a montré que sous pression, chacun de nous peut devenir un bourreau et administrer des chocs électriques à une victime, même fictive. En quelle année est élue la... Cette cruauté, nous l'avons aussi testée, mais dans une version plus soft, avec un jeu dont le gage consistait à plonger la main dans de l'eau glacée. J'avais vraiment l'impression que ça lui faisait mal. Donc je sais, c'est pas gentil, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça vous gêne pas de passer pour une méchante? Pas du tout. On verra qu'il suffit d'endosser un uniforme pour être changé en tueur. La métamorphose est d'autant plus rapide lorsqu'il s'agit de Môme, un ancien enfant soldat en témoigne. Il y avait quelque chose qu'on nous disait tout le temps, c'était qui tire le premier gagne. Soit tu tires le premier, soit on te tire dessus. Il n'y a pas trop choix. Et on découvrira que la méchanceté, ça commence très très tôt. Tous les enfants sont pas égaux de ce point de vue-là. Leur capacité de raisonner avec les émotions d'autrui sont très différentes. Et certains enfants, vraiment, on a l'impression que ça les touche pas du tout, ce que les autres sentent. Donc, ils n'ont pas cette résonance émotionnelle avec autrui. Donc, du coup, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à contrôler leur comportement agressif puisqu'ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, hein, si on veut, d'une certaine façon. Et on verra pourquoi certains de ces enfants risquent un jour de devenir des tueurs en série. Combien de personnes avez-vous tué au total? En fait, j'en ai tué 87. Je ne peux pas vous dire où et comment, mais j'ai tué 87 personnes. Pour eux, tuer, mutiler, violer, démembrer un corps, ça représente, comme pour nous, de jeter un mouchoir en papier usagé. Bonsoir. Des petites punitions jusqu'au meurtre en série, il existe bien sûr une gradation dans la cruauté. Mais à l'origine, il y a une même intention de faire mal. De la méchanceté gratuite, on en trouve partout. Elle nous choque, elle nous fait même parfois horreur. Pourtant, il faut bien l'avouer, une petite dose de cruauté, ça met du piquant et du piment dans la vie. C'est une magnifique journée au pays des jouets. Un jour de clair soleil et de bonne ambiance. Imaginez ce que serait la vie dans un monde dégoulinant de gentillesse. Je partage toujours tout avec mes amis. C'est pour toi, Miro. Merci beaucoup, oui. C'est charmant. Regarde, ma chérie, ce que je t'ai rapporté du bureau. Un autocollant. Oh, merci, papa. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Oh, c'est magnifique. Mais ce sera superbe dans le salon. Merci, ma chérie. Imaginez un monde peuplé de braves gens qui n'échangeraient que des amabilités doucereuses. Petite Mirou. Merci, monsieur le gendarme. Avouons-le, qu'est-ce qu'on s'emmerderait au pays des jouets s'il n'y avait pas les vilains lutins. Et que la vie des trois petits cochons serait fade sans le grand méchant loup. Quant aux émissions de la gentille télé suisse romande, avec la gentille Manuela Maury et le gentil Rolf Knie, elles seraient terriblement niaises s'il n'y avait pas le méchant Thierry Marie. Je vous aime pas, Franco Knie. Je vous aime pas. Je vous aime pas parce que chaque année, je viens voir votre cirque et ensuite j'entends plus rien pendant 3 jours. Complètement sourd que je suis. Toujours à hurler avec vos chevaux, vos fauves, vos éléphants. Hey, Irma! Hey, Stéphanie! Hey! Oh, ça va le bocal? C'est vrai qu'il est difficile de faire rire si on n'est pas un tout petit peu acide. Mais le public suit la méchanceté? Oui, alors dans une certaine mesure. Tant qu'il sent que c'est de l'humour. Tant que ça reste de l'humour, il est preneur, il en veut, il en redemande, il veut du sang. Je tape tous azimuts et puis et de plus en plus avec le temps sur tout le monde, avec beaucoup de plaisir.
Vous aimez bien être méchant, quand même. Ah oui, là, de ce côté-là, politiquement surtout. Vous êtes quand même le seul journal ouvertement populiste, démago, racoleur, un peu xénophobe. Enfin, juste ce qu'il faut, quoi, comme on l'aime, hein. Pourquoi est-ce que finalement, il faut être méchant pour faire rire? À votre avis? Bah, peut-être parce que les gens se reconnaissent, parce que l'être humain l'est quand même, foncièrement. Des gens très très gentils, vraiment que gentils, j'en connais très peu. Le fait est que si vous prenez aujourd'hui, par exemple, Bourvil et De Funès, qui était quand même un duo comique célèbre, eh ben Bourvil a passé un peu aux oubliettes. Il a laissé 2-3 traces qui nous font sourire. Mais celui qui vraiment a laissé une marque et puis qu'on revoit avec plaisir, même dans les navets, c'est De Funès, c'est de l'humour de mauvaise humeur, c'est de l'humour méchant. Non! Enfin, essayez de comprendre, dites comme ça. La valise de la bonne, je demande au baron de me la faire rapporter au baron, comme ça, là. Mais quel baron? Écoutez, je vous répète que ma bonne épouse un baron, mais vous ne comprenez donc rien. Dans ce monde de méchants qui nous font rire, il reste heureusement quelques vrais gentils. Bonne journée, ma pupuce. Au revoir, papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pourtant, dans certaines conditions particulières, même les plus aimables des êtres peuvent péter un câble. Eh, mais ça va pas ou bien, connard? Comme c'est une bonne femme, évidemment. Connasse! Tu l'as eu comment ton permis grâce à ta mini-jupe? Selon les conditions, tout peut changer. Et la recherche scientifique a démontré l'influence sur le comportement de certains facteurs bien précis. La couleur noire, l'augmentation de la température et la promiscuité. Autant de pressions extérieures qui font monter les tours. Ça témoigne du fait que des éléments qui semblent très triviaux, très secondaires, très peu importants finalement dans l'environnement, peuvent avoir une influence clandestine en quelque sorte sur nos conduites. Alors ça ne veut pas dire que l'influence soit massive et inéluctable. Il ne faudrait pas croire que le simple fait de voir une arme rende les gens brutaux dans la rue comme ça, mais ça peut effectivement incrémenter, augmenter les réponses agressives, notamment face à des situations de provocation ou face à d'autres indices finalement agressogènes. Si vous avez par exemple une situation où à la fois il fait chaud, vous avez vu une arme et vous avez été provoqué, eh bien le risque de réponse agressive va être plus important par exemple. Autre situation agressogène qu'on a tous vécue, l'attente à la caisse d'un supermarché ou d'une cafétéria. Non, madame, on ne prend pas les cartes. Mais il manque encore 40 centimes, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, excusez-moi, madame, il est 13h50, j'ai une réunion à 14h. Hein, vous êtes à la retraite, non? Hein, vous avez pas autre chose à foutre toute la journée que nous faire chier aux heures de pointe avec votre déambulateur et votre petite monnaie? Bon, on y va là, oui ou merde? Quoi? Un chercheur lausannois a analysé en laboratoire les réactions agressives que provoque l'agacement dû à l'attente. Sa méthode est la suivante. Un spécimen est installé tout seul dans un couloir, sans journal ni smartphone, face à un compteur qui lui indique le temps d'attente restant avant de passer à l'étape suivante. Au départ, le compteur affiche 5 minutes. Puis, comme ça arrive dans les bureaux de poste, il indique subitement 7 minutes. Et peu après, 11 minutes. L'attente s'éternise et ça commence à faire vraiment long. Après 13 minutes à glander, son tour est enfin arrivé. Mathilde se retrouve dans une petite salle où elle reçoit une consigne. Si elle appuie sur le gros bouton noir, elle peut allonger à sa guise le temps d'attente que va endurer le spécimen suivant. Chaque pression provoque une rallonge d'1 minute. La première rapporte 5 francs à Mathilde, la seconde 4 et ainsi de suite jusqu'à 1 franc.
Ensuite, la minute rapporte de moins en moins. 30, 20 et finalement 10 centimes seulement. Ce qui est intéressant, c'est de voir pour quelle somme financière vous êtes prêt à faire du mal à quelqu'un. Pour 5 francs, faire attendre quelqu'un une minute, franchement, c'est pas du mal, ça vaut la peine peut-être. Mais pour 10 centimes, franchement, je trouve vraiment étonnant que quelqu'un va faire attendre, après avoir elle-même subi, parce qu'elle vient de subir la chose. Donc elle sait que d'attendre sans rien faire, avec aucun accès à rien, pendant 13 minutes, c'est quand même long, c'est quand même pas agréable. Est-ce que pour 10 centimes de plus, vous êtes prêt à faire attendre une minute de plus? Je crois pas. Mais finalement, si c'est l'autre personne qui doit subir, ça peut être un peu moins grave. Le résultat final est étonnant. 76% des spécimens qui ont dû patienter 11 minutes et plus n'hésitent pas à appuyer de nombreuses fois sur le bouton pour faire attendre un max le spécimen suivant. Je me suis dit, bon, déjà qu'on m'avait fait attendre, donc c'était une petite vengeance, même si la personne derrière moi était sans doute pas celle qui m'avait fait attendre. Puis ensuite, je me suis dit que la personne derrière moi allait faire probablement la même chose. Donc, voilà. La contagion qu'on voit dans cette expérience, c'est justement de montrer que la personne qui nous a fait du mal, on n'a pas accès à elle, on peut faire du mal à quelqu'un d'autre, et si on a subi du mal, on va reporter ce mal sur une autre personne qui n'y peut absolument rien, qui est totalement vierge dans cette situation-là, mais qui maintenant va subir du mal et va elle-même aller plus loin. Donc il y a une véritable contagion, une cascade. Une personne qui fait du mal passe à la suivante, qui passe à la suivante, qui passe à la suivante. Reste à savoir si la contagion du mal vient aussi des écrans. Il y a longtemps que la question est controversée et des chercheurs de l'université de Grenoble ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont demandé à un groupe de spécimens de jouer à un jeu de course automobile stressant mais non violent. Et à un autre groupe de participer à un jeu de combat hyper violent. Chaque session quotidienne a duré 20 minutes pendant 3 jours consécutifs. Après quoi, les spécimens devaient envoyer des chocs sonores à une personne fictive, supposée être dans une autre pièce. Résultat, ceux qui avaient fait le jeu de voiture ont administré des chocs sonores modérés. Alors que ceux qui s'étaient glissés dans la peau d'un guerrier n'ont pas lésiné sur les décibels. Nous avons effectivement des personnes qui sont censées recevoir des chocs sonores de 60 à 105 décibels dans les oreilles. Les participants qui ont eu un échantillon de ces chocs avant de commencer l'expérience sont conscients de ce qui se passe. Et donc le fait d'augmenter l'intensité sonore avec le temps d'expérience traduit bien une volonté délibérée de blesser une personne réelle. Donc c'est effectivement très, très intéressant de le constater en laboratoire. Et on peut supposer que les effets s'appliquent également dans la vie réelle. L'apprentissage social de la méchanceté commence tôt. Avant de subir l'influence des jeux vidéo, on écope de celle des adultes. Une expérience de psychologie sociale l'a démontré et nous l'avons reproduite. La recette est simple. Dans une salle équipée d'une caméra cachée, on dispose d'un côté des jeux destinés aux enfants et de l'autre des jouets réservés aux adultes. Au premier acte, l'adulte joue calmement à un jeu pacifique. Puis, on vient chercher l'enfant pour une autre activité. Maintenant, on va aller jouer à quelque chose d'autre. Viens avec moi. Il s'en va? Ouais, il s'en va. Et quelques instants plus tard, on ramène l'enfant dans la salle et on l'autorise à utiliser tous les jouets qu'il désire. Dans la plupart des cas, l'enfant joue lui aussi paisiblement. Au deuxième acte, l'adulte s'agite. Il s'en prend au grand clown gonflable, lui tire dessus, le frappe et l'insulte. Tout cela sous l'œil des petits, intrigués et parfois effrayés. Tu sais, je suis en train de te tirer dessus et tu bouges même pas avec ton gros nez rouge. Oh ma pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? Elisa, faut pas... Pourquoi tu pleures? C'est pas grave. Viens, pleure pas. Tu peux jouer avec les jeux des adultes. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls dans la salle et qu'ils ont quartier libre, la plupart des enfants s'en donnent à cœur joie pour castagner le malheureux clown. Même les petites filles se lâchent, les faits et gestes de l'adulte sont scrupuleusement répétés. Et oui, il suffit de pas grand-chose pour que ces petits anges se transforment en véritables diabletins.
Mais nous les adultes, on n'a pas de quoi faire les malins. Lorsqu'on est sous pression ou qu'on se trouve dans une position de pouvoir, chacun de nous peut se montrer singulièrement cruel. Voyons ce qui se passe quand on demande à des spécimens de devenir examinateurs dans un jeu de questions-réponses face à des candidats qui sont en réalité des comédiens. Quelle est la date de l'indépendance du Groenland? Lorsque le candidat donne une mauvaise réponse, il est puni et doit plonger la main dans un bac d'eau glacée. Point culminant de la Suisse. Le Cervin. Non. Une punition qui peut être plus ou moins douloureuse selon la durée que fixe l'examinateur en appuyant sur son bouton rouge. Oui, c'est une punition dans le sens où il a répondu faux. Mais je voyais pas un malin plaisir à rester appuyé dessus. Je me dis, mais je suis qui, moi, pour faire souffrir quelqu'un dont je connais rien, il m'a rien fait? La capitale de la Finlande. Oslo. Enfin, personnellement, je suis pas sensible à l'eau froide, donc. Mais bon, il avait l'air de faire la grimace. Et ça vous impressionnait? Ça vous influençait de le voir faire la grimace? Non. Non. C'est pas. Disons que c'était pas. Pour moi, c'était pas un supplice. Mais vous éprouviez un peu de compassion pour lui? Comment dire? Non, pas forcément. Bon, c'était pas quelque chose de. Enfin, je sais pas. Je l'ai pas fait moi-même, donc il me semblait ça plutôt rigolo. Il me semble pas l'avoir fait très longtemps. J'aurais peut-être pu prolonger la torture. Surface de la Suisse. À peu près 40 000 km². Faux. Oui, parce que je suis gentille aujourd'hui. Date de l'indépendance du Groenland. Aucune idée. Eh bien, en fait, j'ai adoré le faire souffrir. Parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit qu'il avait eu mal, que c'était très froid. Et bien, finalement, ça m'a bien plu. Et puis, en plus, comme c'est quelque chose que personnellement je déteste, parce que j'évite les endroits froids, je n'aime pas, par exemple, les piscines ou la neige ou des choses comme ça. Donc oui, non, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça m'a beaucoup amusé parce que chaque fois qu'il retirait la main, j'avais vraiment l'impression que ça lui faisait mal. Donc je sais, c'est pas gentil, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça vous gêne pas de passer pour une méchante? Pas du tout. Mais que se passe-t-il lorsque d'autres spécimens enfilent une combinaison, qu'ils mettent un masque et se trouvent dans l'anonymat absolu face à leurs victimes? Quelle est la capitale de la Finlande? Oslo. Vous avez dormi pendant les cours de géographie? Peut-être. Je ne vais pas être méchante aujourd'hui. Au début, les gentils restent gentils. Mais avec le temps, certaines se laissent aller à plus de sévérité. Ça sera peut-être plus simple d'être méchante quand je suis masquée. Parce que vous avez une position de supériorité par rapport à votre victime. Donc je peux plus facilement jouer la méchante parce qu'il ne va pas me reconnaître après. Alors un petit gage supplémentaire. On replonge la main dans l'eau. Je pense que j'aurais pas réagi de la même manière si je n'avais pas été masquée. Et je trouve que le masque était très bien parce que ça faisait un petit peu fantôme. J'ai beaucoup aimé. Le nom des 3 fondateurs légendaires de la Suisse. Je sais pas. 15 secondes. On a quand même l'envie de jouer avec ça, de pas vraiment faire souffrir la personne, mais on sait oui, elle me connaît pas, je peux faire peut-être ce que je veux, peut-être je peux avoir le contrôle sur ça. Et je pense qu'on aura plus la facilité de le faire qu'en n'ayant pas le masque. Gage. Mais est-ce que vous avez pensé, dans votre situation, à la manière dont l'autre ressentait le froid? Vous mettiez à sa place? Pas tout le temps. Vers la fin, plutôt, quand je voyais sa main un peu rouge. Faux. Gage. Est-ce que le fait que vous étiez anonyme, avec un masque,
Vous pensez que ça vous a aidé à être un peu plus sévère que si vous aviez été à visage découvert? Oui. Faux. Gauche. Si j'aurais été à visage découvert, j'aurais laissé 3-4 secondes pour jouer le jeu. Mais pas autant. L'anonymat favorise donc la méchanceté. En 1969, le psychologue Zimbardo a démontré que lors d'un test, ces étudiants administraient des chocs électriques beaucoup plus longs quand ils étaient déguisés et masqués. Aujourd'hui, le comble de l'anonymat est atteint grâce au web. N'importe quel hacker en herbe peut tranquillement créer un site qui sera voué au dénigrement d'un autre ado. Tout se passe incognito. L'autre moyen, c'est d'usurper une identité pour injurier copieusement et en toute discrétion un copain d'école. Il a 2 amis. Il a 2 amis. Le BT. On met les autres photos. T'as des autres photos? Oh ouais, celle-là. Loser. Tellement ça. Ni vu ni connu, le cyberharcèlement, c'est une forme contemporaine de la torture, mais à distance. Il est bizarre, sérieux. Le cochon qu'il avait mis. Tout le met. Dans la mesure où le harceleur n'est pas en face de sa victime, il n'a pas l'inhibition qui est généralement produite par, je dirais, la réaction faciale, par exemple, l'expérience de la souffrance ou de la contrariété, qui va potentiellement inhiber un comportement. Et puis, bien sûr, il n'y a pas ce sentiment d'être potentiellement repéré, puisque si on est anonyme, on peut s'en donner à cœur joie pour maltraiter une victime. Comme le web, l'uniforme garantit l'anonymat et facilite le passage à l'acte. C'est le principe de base de toutes les armées du monde, mais ça fonctionne particulièrement bien avec les enfants. Lorsqu'ils sont embrigadés de gré ou de force, qu'ils sont coupés de leur famille, ils sont totalement vulnérables et facilement transformables en guerriers. Lucien Badjoko en sait quelque chose. Entre 12 et 17 ans, il a été enfant soldat au Congo et a participé à 2 guerres très sanglantes. Aujourd'hui, réfugié en France, il mène une campagne contre l'embrigadement des enfants. Dans un livre qu'il a publié en 2005 avec une journaliste, Lucien Badjoko décrit sa propre métamorphose. Dès que j'enfile l'uniforme, les choses changent. Je deviens dur et dangereux. Je suis une autre personne. Je suis méconnaissable. C'est la violence quotidienne qui change. Une violence une seule fois, je ne pense pas qu'elle changerait une personne. Hein. Peut-être il y aura plus, peut-être quelques séquelles, mais c'est cette violence quotidienne en fait, qui vous change avec le temps. Et comment elle vous change? Elle vous change en plusieurs manières. Hein. Elle vous change la manière de voir les choses et la manière de faire les choses. Et c'est... Parce que vous savez, à l'âge des 12, 13, 14, 15 ans, c'est l'âge où on cherche des repères. C'est l'âge où on est en pleine construction, en fait. Et vous prendrez ce qu'on vous montre. Vous ne pouvez pas prendre ce qu'on ne vous montre pas. Et donc, en fait, vous êtes passé quasiment du fusil en plastique de votre enfance à la Kalachnikov. Malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Vous savez, avoir une Kalachnikov, entre votre main ou vos mains, vous avez 3 chargeurs, ça fait environ 90 balles. Vous avez la vie de 90 personnes, au moins, entre vos mains, en fait. C'est déjà une très grosse responsabilité. Un, 2, peut-être. La guerre, c'est la guerre. Soit vous vivez, soit vous mourrez. Et donc, il y avait quelque chose qu'on nous disait tout le temps, c'était qui tire le premier gagne.
Soit tu tires le premier, soit on te tire dessus. Il n'y a pas trop choix. Quand on vous dit l'ordre s'exécute, ça ne se discute pas, ça signifie beaucoup de choses. C'est comme une machine. On appuie, telle commande, on appuie, ça exécute. C'est qu'on veut. Devenus des petits robots, les enfants soldats perdent tout sentiment. Lucien Bajoko l'a raconté dans son livre. Je tabasse les recrues comme j'ai été tabassé. Je sais que je leur fais du mal, je les entends crier ou gémir, mais l'armée est ainsi, et je n'ai aucune pitié. Est-il pour autant devenu cruel? Je suis cruel. Non, on n'a pas ça. Parce que c'est... vous exécutez les ordres. Et ça s'arrête là. Il est important de se préparer. Pour cela, vous allez vous mettre en transe. Cri de guerre! Les enfants soldats sont un cas révélateur et important parce qu'il s'agit d'enfants qui sont placés dans des conditions extrêmes, contraints de devoir blesser les autres et obéir aux ordres peut-être par peur. De telle sorte que le développement de leur empathie est interrompu, alors que normalement ce processus dure jusqu'à la fin de l'adolescence. Je ne sais pas si les adultes se rendent compte de ce qu'ils font, mais ils sont en train de détruire leur enfance, au fait. Aujourd'hui, il y a 300 000 enfants qui sont passés par cette expérience du soldat. Ça veut dire qu'il y a 300 000 enfants détruits. Pour que les soldats, enfants ou adultes, soient prêts à maltraiter et torturer leurs adversaires, ceux-ci sont présentés comme des êtres inférieurs et méprisables. Dans la propagande militaire, l'ennemi est un animal qui ne doit susciter aucune empathie. Les nazis et les communistes étaient passés maîtres dans l'art de déshumaniser l'adversaire qui prenait la forme d'un loup ou d'une pieuvre. La métaphore est toujours utilisée. Il n'y a pas si longtemps, les socialistes français dépeignaient la droite sous les traits d'un loup vorace. Aujourd'hui, certains syndicalistes genevois n'hésitent pas à afficher un patron avec une gueule de chien féroce. Et dans la pub de l'UDC, les étrangers ont l'allure de corbeaux noirs. L'animalisation, ça va permettre effectivement de créer une différence, une distance psychologique envers des groupes, ce qui favorise des comportements d'agression. Ça va agir sur l'empathie, parce qu'effectivement l'empathie, c'est la reconnaissance en quelque sorte de l'humanité de l'autre et de la similitude entre l'autre et nous-mêmes. Dans la mesure où on crée une distance psychologique plus grande, l'empathie va être davantage déconnectée. Le cas le plus frappant de déshumanisation s'est produit en 2004, dans la prison d'Abu Ghraib. Les détenus irakiens étaient systématiquement mis à nu et traités comme des chiens par leurs geôliers américains. Ce mécanisme d'humiliation et de torture avait déjà été décrypté par Philippe Zimbardo dans un laboratoire de l'université de Stanford avec 2 groupes d'étudiants. Les uns tenaient le rôle des détenus dans les caves de l'université transformées en prison, alors que l'autre groupe d'étudiants jouait les gardiens. Très vite, chacun a adopté son personnage. Les prisonniers sont devenus de simples numéros et les gardiens se sont mis à les martyriser. Si fort qu'il a fallu arrêter l'expérience de peur qu'elle ne tourne mal. Mais elle a prouvé que n'importe quel individu peut devenir un tortionnaire. Je ne pensais vraiment pas que j'étais capable d'avoir un tel comportement. J'ai été surpris et horrifié. Horrifié de voir que je pouvais agir d'une façon que je n'aurais jamais imaginée, même dans un rêve. Quand votre job, c'est de surveiller des gens, vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous êtes en civil dans un rôle différent. Vous devenez vraiment une autre personne dès que vous portez les pantalons kaki, les lunettes noires et la matraque.
En 1960, l'expérience de Milgram avait fait la même démonstration. Sous prétexte d'une étude scientifique, un spécimen devait interroger une personne fictive dont il n'entendait que la voix préenregistrée. En cas de mauvaise réponse, il devait lui administrer des électrochocs de plus en plus forts qui étaient censés être mortels. Wrong. Answer is neck. 300 volts. I absolutely refuse to answer anymore. Get me out of here. You can't hold me here. Get me out. Get me out of here. 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Please continue. The next word is white. But you think you should look in on him, please? Not once we've started the But experiment. what if something's happened to the man had an attack or something there? The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, we But must... he might be dead in there. I mean, some people can't take the shock, sir. Please I continue. don't tend to be rude, but I mean, I think you should look in on him. Whether I mean, all you gotta do is look at the door. If I don't get no answer, no noise, something I think has happened to the gentleman in there, sir. We must continue. Go on, please. You're gonna keep giving him what, 450 volts every shot now? That's correct. Continue. The next word is white. White, cloud, horse, rock. Plus de 60% des spécimens observés par Milgram se sont soumis aux ordres et sont allés jusqu'au bout, jusqu'à l'électrochoc de 450 volts. 450 volts. Dans l'étude de Milgram, il y a une proportion importante également de sujets qui ne se soumettent pas. Et donc c'est intéressant de chercher à comprendre pourquoi, quelles ont été les variables qui ont été impliquées. Lorsque l'expérience de Milgram a été reproduite à la télévision par Christophe Nick, seuls 20% des participants ont refusé de se soumettre. Pour connaître les motivations des uns et des autres, le professeur Begg les a interrogés. Ces personnes étaient recontactées donc 3 mois après et répondaient à un questionnaire téléphonique. On demandait également à leurs proches de répondre à ce questionnaire en décrivant leur conjoint, et on a cherché à prédire à partir de ces mesures de personnalité qui allait se soumettre et qui au contraire allait se rebeller. Et on a trouvé effectivement que le fait par exemple d'être une personne marquée par l'amabilité était un facteur prédictif de la soumission à l'autorité. Le fait d'être une personne marquée par un caractère consciencieux et méthodique était un facteur prédictif de la soumission à l'autorité. Je suis bête et discipliné, j'ai voulu venir donc j'assume, donc effectivement je suis ce qu'on me dit. Hein. J'étais là pour ça donc je l'ai fait. On a également montré que chez les femmes notamment, la position politique et le fait d'avoir participé dans le passé à des grèves, des manifestations, prédisaient la rébellion face à la situation expérimentale. Donc encore une fois, des facteurs individuels, propres, peuvent également influencer le comportement dans des situations où pourtant la pression contextuelle est très prégnante. Qu'en pense le public? Dominique, je vais vous remercier. Les comportements cruels ne sont donc pas entièrement dictés par la situation ou par la pression extérieure. Les traits de caractère propres à chaque individu jouent un rôle plus important qu'on ne le pensait dans les années 70. La personnalité de chacun est donc déterminante et cette personnalité, elle se forge depuis la plus tendre enfance. C'est paradoxalement vers l'âge de 2 ans que l'être humain est le plus agressif. Le comportement de tous les enfants qu'on voit sur ces images n'a rien de déviant ni d'exceptionnel. Nos chers bambins sont en réalité de sacrés bagarreurs, comme l'a observé le psychologue québécois Richard Tremblay. Lorsqu'on observe le comportement social des jeunes enfants, des enfants de 2 ans, on compte le nombre d'agressions physiques par demi-heure ou par heure. Lorsqu'on étudie les agressions physiques chez les adolescents, on compte le nombre d'agressions physiques par année ou par mois ou à la limite par semaine. Par chance, les cogneurs qui castagnent dans les crèches ne pèsent pas 80 kilos, sinon il y aurait des morts. Avec le temps, ils apprennent à contrôler ces comportements. Ils apprennent en interaction avec les autres qui leur donnent un feedback négatif. Les parents qui leur soulignent que ce ne sont pas des comportements adéquats
et également la maturation du système nerveux qui permet à l'enfant de mieux contrôler ses impulsions. Et ce contrôle de soi, il se développe à ce moment-là, et chez certains enfants, il se développe moins bien. C'est plus difficile, c'est sûrement neurodéveloppemental, que les réseaux de neurones qui permettent de se contrôler se mettent moins facilement en place, donc ils vont rester agressifs plus longtemps, parce qu'ils n'arriveront pas à se calmer, et ils vont avoir toutes les conséquences négatives à ce moment-là, du fait d'en étant agressifs, qu'ils n'ont pas de copains, qu'ils sont mis de côté, et puis que leur vie n'est pas très drôle. Mais des enfants qui ont vraiment un déficit d'empathie, c'est possible, ça? Ça arrive, tous les enfants sont pas égaux de ce point de vue-là. Leur capacité de raisonner avec les émotions d'autrui sont très différentes. Et certains enfants, vraiment, on a l'impression que ça les touche pas du tout, parce que les autres sentent. Donc, ils n'ont pas cette résonance émotionnelle avec autrui. Donc, du coup, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à contrôler leur comportement agressif, puisqu'ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, hein, si on veut, d'une certaine façon. Donc, moins on a d'empathie, plus on risque de rester agressif. Arrête! Arrête! Dans la trajectoire développementale qui va mener jusqu'à éventuellement un trouble des conduites, on voit que le fait que ça se régule pas, le fait qu'ils n'arrivent pas à développer ce contrôle d'eux-mêmes, le fait qu'ils vont continuer à s'opposer, ça devient un peu un cercle vicieux qui va de pire en pire. Parce que les moyens ça marche toujours moins bien, donc ils vont toujours faire pire et ils peuvent devenir effectivement très agressifs puis très faire, par exemple, du mal aux animaux, aller de tuer des animaux, et même avec leur père. Donc ça peut être des enfants qui peuvent devenir dangereux. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas prédire ça. Donc vous avez un enfant qui est comme ça, il dit, ah bon, allez, ça c'est un futur délinquant, il va falloir faire quelque chose. Ça, on n'a pas la possibilité. Parce que, a priori, on ne sait pas lesquels vont devenir ou pas. Donc si on les soutient, si on les accompagne, si on essaie de développer leurs compétences sociales, ça va prévenir ces troubles. Et on espère qu'ils ne vont pas aller dans le cercle vicieux de la délinquance, etc. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que les jeunes ou les adolescents qui ont vraiment encore des gros troubles de ce type-là, si on va regarder, ils les avaient déjà quand ils étaient petits. La méchanceté serait-elle naturelle? La question se pose en voyant le comportement carrément sadique de ces chimpanzés qui persécutent un pauvre raton laveur sous les rires complices des visiteurs du zoo. Mais comme leurs cousins primates, les humains ont eux aussi un niveau de compassion et d'empathie qui varie beaucoup selon les individus. On peut mesurer le degré d'empathie de chacun grâce à un questionnaire scientifique élaboré par le professeur Baron Cohen. 60 affirmations du genre « Il m'est facile de me mettre à la place de quelqu'un d'autre ». Je peux facilement dire si quelqu'un veut engager la conversation. Voir quelqu'un pleurer ne me touche pas particulièrement. 60 affirmations face auxquelles le spécimen doit se situer. Dans ce petit échantillon de 10 personnes, le niveau d'empathie varie de 32 à 57 points, le maximum étant de 80 points. Dans la population globale, la moyenne est de 42 points chez les hommes et 47 chez les femmes. Une des questions était est-ce qu'on vous confie assez souvent ses problèmes personnels? Et la réponse est oui. Donc je pense que oui, je suis plutôt quelqu'un de gentil et quelqu'un d'à l'écoute. C'est dur de faire souffrir une personne, on va dire, en face, en regardant dans les yeux, comme ça. Je suis assez aussi solitaire, donc je préfère des fois ne pas aider. Et puis voilà, m'occuper de mes affaires. On va dire que je me mêle de ce qui a rapport à moi, puis je laisse les autres démêler leurs affaires, par exemple, leurs affaires personnelles ou quoi. Mais vous êtes très sensible à la douleur des autres? Pas tant que ça. Le dernier test d'empathie se fait avec Sam Vaknin, un sacré spécimen. Je suis bouleversé si je vois des gens qui souffrent au journal télévisé. Pas du tout d'accord. Ça m'est difficile de voir pourquoi quelqu'un est bouleversé par quelque chose. Tout à fait d'accord. Mes amis me parlent souvent de leurs problèmes parce qu'ils me trouvent très compréhensif. Pas du tout d'accord. J'essaie de résoudre mes propres problèmes plutôt que d'en discuter avec les autres. Pas tout à fait d'accord.
Avec un score de seulement 22 points, Sam Vaknin manque singulièrement d'empathie. Cet ancien homme d'affaires israélien, docteur en philosophie, est spécialement venu à Genève pour nous parler de l'empathie, une problématique qu'il connaît bien, d'autant mieux qu'il est personnellement concerné. Si on me montre une photo d'un enfant qui meurt de faim au Tchad, ça ne provoque rien en moi. Rien du tout. Mais si votre femme est triste ou malade et qu'elle souffre, c'est un dysfonctionnement. Je réagirais avec la même détresse que si mon ordinateur arrêtait de fonctionner. Ma femme pourra vous le confirmer. Il simule les émotions. Il n'est pas humain. Pour être humain, il faut avoir des émotions. Donc c'est un extraterrestre, un avatar tombé du ciel. Ce manque d'empathie est lié au narcissisme de Sam Vaknin, un trouble de la personnalité dont il souffre depuis sa jeunesse. Sam a fait de son narcissisme maladif une activité professionnelle. Sur son site, il distille inlassablement ses diagnostics et ses conseils. Et par la force des choses, Sam est devenu un grand connaisseur des narcissiques dont il parle avec une déconcertante franchise. Ils croient qu'ils sont les seuls êtres conscients dans l'univers et que l'univers entier est une sorte d'idée délirante, une projection de leur esprit. Être narcissique, c'est croire que tous les autres sont des personnages en carton, des sortes d'images en 2 dimensions. Pour moi, les gens sont des objets, fondamentalement. Ils sont des objets manipulables, de la même manière que je peux déplacer cette tasse. En exerçant une force physique sur elle, je la fais bouger. Je ne vois pas de distinction dans le sens philosophique entre vous et une tasse. La seule différence que je vois, c'est que vous êtes probablement plus complexe qu'une tasse. C'est seulement dans l'usage que je fais de vous que vous existez pour moi. Votre vie n'est pas importante. Pour moi, votre existence est fonction de ce que vous pourrez apporter à mon narcissisme. On dit que les narcissiques recherchent de l'adulation. Ce n'est pas du tout vrai. Ils recherchent l'attention. Si je peux obtenir de l'attention positive, c'est merveilleux. Mais si vous ne pouvez pas m'admirer ou m'aduler, alors craignez-moi, haïssez-moi, méprisez-moi, pourvu que vous parliez de moi. Dans son livre intitulé « Le maléfique amour de soi », Sam Vaknin fait le lien entre narcissisme et psychopathie. Il sait de quoi il parle, lui qui a fait de la prison pour criminalité économique. Je suis un narcissique psychopathe dans le sens que mon manque d'empathie est extrême. J'ai des fortes tendances criminelles que je réfrène avec beaucoup d'efforts. C'est parce que je manque d'empathie que j'ai des tendances sadiques. J'ai du plaisir, pas toujours et pas dans les formes extrêmes. Mais j'ai du plaisir à faire du mal. Quand je fais souffrir les autres, j'ai des moments de plaisir intenses. Par le biais de son site internet, Sam Vaknin est en contact avec beaucoup de gens qui souffrent du même trouble que lui. De mon point de vue, la psychopathie est une forme extrême du narcissisme. Si le narcissique manque d'empathie, le psychopathe, lui, ne ressent aucune empathie. Ça veut dire qu'il a la haine, qu'il cherche sciemment à faire du mal. Je crois que la seule différence réelle entre narcissique et psychopathe, c'est le but. Le narcissique a besoin que son ego soit gonflé, alors que le psychopathe est intéressé par le gain, en argent, en pouvoir, etc. Si les narcissiques et les psychopathes manquent totalement d'empathie, ils ont tous les deux une grande capacité à se mettre dans la peau des autres. Pas pour compatir à leurs problèmes, mais pour mieux les manipuler, comme le montre superbement Le Silence des agneaux. Virginie, que fait votre père? Est-ce qu'il descend dans la mine? Est-ce qu'il empeste le charbon? Et les garçons qui n'arrêtaient pas de vous sauter dessus, tous ces tâtonnements pénibles et moites à l'arrière des voitures, pendant que vous n'arriviez que de partir, de vous sortir de là et d'entrer enfin au FBI. Vous êtes perspicace, docteur. Je crois que dans les cas de troubles de la personnalité,
surtout chez les psychopathes et les narcissiques, il y a un potentiel de cruauté. Quand l'empathie disparaît, tout devient possible. Il se peut qu'une personne souffrant de ces troubles ne fasse pas de mal à d'autres parce qu'elle reste à l'écart, mais le potentiel est là. C'est une curieuse histoire de trame qui permet de mesurer ce qui différencie un gentil spécimen d'un psychopathe. En voici l'énoncé. Un tramway fonce à toute allure vers 5 ouvriers. Vous vous trouvez sur un pont qui surplombe les rails, près d'un très gros homme. Si vous poussez le gros homme du pont jusque sur la voie, il mourra, mais son corps arrêtera le train, ce qui sauvera les 5 ouvriers. Que faites-vous? Pousser un homme dans le vide ou en laisser mourir 5 autres, le dilemme moral est terrible. Difficile, hein. Là, je le pousse pas. J'ai pas l'intention de tuer quelqu'un. Tout simplement, ça fait pas partie de mes ambitions dans la vie. Très sincèrement, j'espère ne jamais devoir faire un choix pareil. Ça, c'est sûr. C'est immonde, votre question. Moi, j'aime les gros. C'est confortable. Voilà, donc je vais pousser le gros homme. Lorsqu'on examine le cerveau de gens ordinaires qui se trouvent face à un tel dilemme, on observe des multiples réactions cérébrales au niveau émotionnel, moral et rationnel, quel que soit leur choix. Mais lorsqu'un psychopathe est confronté au même dilemme et qu'il choisit de pousser le gros personnage sur les rails, il agit sans hésitation et n'éprouve pas d'émotion. L'examen de son cerveau en IRM ne révèle aucune activation des zones liées aux émotions et à la morale. Un scientifique a dit que dans ce cas, le cerveau ressemble à une caverne noire sans lumière. Cette absence d'émotion atteint son paroxysme chez les tueurs en série, dont on a un exemple tristement célèbre en Suisse romande. Le sadique de Romont, un homme au doux visage, qui a une dizaine d'assassinats sur la conscience. Son scénario macabre était toujours le même. Le sadique débusquait un jeune autostoppeur et l'emmenait à l'écart pour le torturer et l'assassiner. Finalement arrêté, le tueur en série est condamné à la prison à vie. Et dans la seule interview qu'il ait jamais accordée, il avoue qu'il n'a pas changé. Si on n'a pas d'aide, c'est comme si vous enfermez un chien pendant 2 ans dans une cage parce qu'il a fait quelque chose de mal, puis vous le relâchez, il recommencera parce qu'il ne sait pas pourquoi il est enfermé dans la cage. Bon, on sait pourquoi on est enfermé, nous. Si on demande de l'aide, des psychiatres, quelqu'un pour nous aider, c'est justement pour ne pas avoir ce problème en sortant. De toute façon, il ne sortira jamais. Après 25 ans de prison, les experts l'ont déclaré incurable, comme le sont beaucoup de tueurs en série. Le sadique de Romont correspond au profil type du tueur en série psychopathe. C'est un mâle, blanc, impulsif, calculateur, sans scrupules ni remords. Les tueurs en série ne sont pas des malades mentaux, mais sont atteints d'un trouble du comportement. D'une intelligence au-dessus de la moyenne, ils sont souvent charismatiques, comme le très charmant Ted Bundy. Il a assassiné de son froid plus d'une trentaine de jeunes femmes et il disait pouvoir facilement repérer ses proies dans la rue d'après leur démarche. Son aveu a inspiré une scientifique qui a observé le comportement de 2 groupes. Des jeunes spécimens dont elle avait détecté des tendances psychopathes et d'autres sans trait particulier. Elle leur a montré des femmes qui marchaient dans un couloir et dont les spécimens devaient évaluer le degré de vulnérabilité uniquement d'après leur démarche. Le résultat du test est étonnant. Les spécimens aux tendances psychopathes ont plus facilement repéré les femmes vulnérables, c'est-à-dire celles dont on savait qu'elles avaient déjà été victimes d'une agression. Une preuve que les tueurs en série ont du flair pour identifier leur proie dans la foule. Mais l'inverse est également valable.
il semble que les psychopathes soient eux aussi repérables. Des chercheurs américains ont réalisé 2 photomontages en mélangeant les visages de 75 hommes à tendance psychopathe et de 75 hommes normaux. Alors lequel des 2 est psychopathe? C'est celui de gauche, qui a d'ailleurs été identifié par une majorité de personnes interrogées. Et que penser de ce jeune homme au visage de chérubin? Eh bien, que c'est un ange de la mort. Lorsqu'il était infirmier dans plusieurs hôpitaux américains, Donald Harvey a tué de sang-froid et sans raison apparente des dizaines de patients. Le plus souvent, il leur injectait du poison directement dans les veines ou par l'intermédiaire d'une perfusion. En plus de ces malades, Donald Harvey a aussi assassiné son amant et plusieurs de ses proches qui le dérangeaient. Au total, tant de victimes qu'il ne s'en rappelle plus exactement le nombre. Combien de personnes avez-vous tué au total? J'ai été condamné pour 27 ou 29 meurtres. Les chefs d'accusation étaient... Je ne pense pas qu'il veut savoir le nombre de tes condamnations. Mais combien de personnes tu penses vraiment avoir tué? En fait, j'en ai tué 87. Je ne peux pas vous dire où et comment, mais j'ai tué 87 personnes. Sa première victime, Donald Harvey, l'a étouffée avec un oreiller sous prétexte qu'elle avait uriné à côté du vase de nuit. Mais par la suite, le tueur a perfectionné ses méthodes jusqu'à devenir un expert dans l'usage comparatif des poisons. La morphine, c'était bien. Elle était toujours disponible et facile à manier. La strychnine aussi. Il fallait l'extraire de la morora et faire bouillir la poudre. Ensuite, il suffisait d'en mettre dans des desserts, des boissons. Voilà quelques-unes de mes méthodes. C'est un peu comme si j'étais libre et enfermé à la fois. Je ne peux le décrire que comme ça. Quand je rentrais dans cet état, rien ne pouvait m'arrêter, j'étais en transe. Je le sentais, tous mes sens étaient éveillés. C'est le genre de choses difficiles à expliquer. Ça n'a rien à voir avec un état psychologique normal. Dans ces moments-là, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais une autre personne. Quand je tuais les patients, j'étais quelqu'un de différent. C'était moi le chef, j'étais le seul à décider. Je faisais ce que j'avais à faire. Vous vous êtes senti coupable? Pour ceux que je connaissais personnellement, je me suis senti coupable. Mais pour vous, je n'aurais aucun sentiment de culpabilité. Vous êtes juste un visage que j'ai rencontré il y a 2 heures. Pour mon avocat, ce serait différent. Je le connais depuis 19 ans. Tout au long de l'entretien, y compris lorsqu'il me raconte les détails les plus sordides ou qui me fait des plaisanteries aussi, il n'y a jamais la moindre expression qui change chez lui. Sauf à la fin de l'entretien, les images sont assez parlantes. Il quitte la salle d'entretien, tout sourire. Il est véritablement épanoui de m'avoir raconté ses crimes, de m'avoir montré sa toute-puissance et de l'avoir montré, en quelque sorte, au visage de la planète entière. Suite à l'assassinat de sa compagne en 1976, Stéphane Bourgoin s'est employé à déchiffrer le comportement des tueurs en série. Devenu journaliste spécialisé, profiler, expert pour la police, il a interviewé plus de 70 serial killers. Et il a même rencontré Ed Kemper, le tueur qui a inspiré le personnage d'Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux. Quels étaient vos fantasmes? Mes fantasmes? Oui.
Mon fantasme, c'était de posséder des têtes coupées de femmes. Et pour le choix des victimes? Je n'avais pas de critères précis. C'était le hasard. C'était en fonction de mes pulsions meurtrières. Pour les 2 dernières, j'étais tellement sur les nerfs que j'aurais tué n'importe qui. Dans ces contacts, oui, le regard, la parole, l'intensité, tout ça sont des choses très importantes. Mais quelquefois, le regard, et quand on voit Donald Harvey, Kemper ou Schaeffer, ce sont des regards froids, totalement vides. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'âme dans ce regard. La seule âme, le regard s'anime chez eux uniquement lorsqu'ils me parlent de leurs crimes. Et ça, c'est véritablement terrifiant. Des frissons, j'en ai eu, principalement avec un tueur, Gérard Schaeffer, qui était policier au moment où il a commis ses 34 meurtres. Schaeffer n'a été condamné que pour 2 meurtres. Mais en prison, il a écrit « Journal d'un tueur », un soi-disant roman de fiction qui raconte en réalité les horribles crimes qu'il a commis. Et moi, je voulais faire de ma vie un bon exemple. Alors, j'espérais que Journal d'un tueur serait quelque chose d'utile à la société. Mais le résultat est mitigé. Certains lecteurs disent « Oui, ce livre est vraiment bien ». D'autres disent que c'est vraiment dégoûtant. Et moi, je leur dis « Oui, c'est vraiment dégoûtant ». Dès l'instant où je suis face à lui, j'ai immédiatement la chair de poule, j'ai ma colonne vertébrale qui est bloquée, et une sensation d'une aura maléfique que j'ai jamais réussi à comprendre. Nous avons tous beaucoup de peine à comprendre comment une telle cruauté est possible et surtout d'où elle vient. On sait que la plupart des tueurs en série ont subi dans leur enfance des abus et des violences dont certains disent vouloir se venger. Mais l'enfance ravagée n'explique pas tout. Certaines recherches scientifiques démontrent que le cerveau des psychopathes fonctionne différemment. Le cerveau humain est composé de 3 couches distinctes. Le cerveau reptilien qui contrôle nos instincts de base, semblables à ceux du dinosaure. Le cerveau limbique, avec ses amygdales où se manifestent nos émotions, comme chez tous les mammifères. Et le cerveau cortical, très développé chez l'être humain, qui produit notamment la réflexion et régule la raison. Ces différentes couches cérébrales sont reliées entre elles, mais chez les psychopathes, il semble qu'il y ait un bug. Il va y avoir une rupture par un petit passage qui s'appelle le cortex orbitofrontal, qui est entre les émotions, entre le cerveau limbique et le cerveau cortical. Petit passage, le petit rétrécissement d'autoroute, et qui fait que là, orbitofrontal, ce cortex, ne joue plus sa fonction de contrôle. Et il va faire que chez les tueurs en série, chez tous les barbes bleues, au sens très large du terme, eh bien, on déconnecte de l'émotion progressivement. Je vais trouver cette note-là de l'émotion lorsque je les vois, par exemple, en cour d'assises, où je vois effectivement une absence totale d'émotion. Je me permets de les regarder depuis un certain nombre au moins 2 décades, et c'est tout à fait étonnant. Cette absence d'émotion est peut-être due à la petite taille des amygdales, qui mesurent 18% de moins chez les psychopathes. D'où la faible activation qu'on observe dans leur cerveau en cas de dilemme moral. À part cette configuration cérébrale très particulière, il y a aussi des différences hormonales. Il semble que les psychopathes produisent davantage de testostérone, l'hormone mâle liée à la force et à l'agressivité, d'où la très forte proportion d'hommes parmi les psychopathes. Autre particularité, des études ont montré que les psychopathes sont peu craintifs parce qu'ils sécrètent moins de cortisol, l'hormone qui est notamment associée à la peur. Et d'après certaines études, beaucoup de psychopathes sont porteurs du gène MAOA, qu'on appelle le gène du guerrier parce qu'il induit un comportement agressif. Mais un scientifique a démontré que les psychopathes porteurs de ce gène deviennent violents et passent à l'acte seulement si ce facteur génétique est combiné avec une enfance particulièrement orageuse. Cette recherche démontre que si on a un certain profil génétique et qu'en plus on subit des maltraitances, ça accroît le risque de développer des tendances à la délinquance.
Ce genre de recherche, que je trouve très subtil, confirme que la cruauté peut être le résultat d'une interaction entre un profil génétique et des expériences de vie. Qu'elle soit d'origine biologique, génétique ou sociale, la psychopathie concerne un être humain sur 100. Il peut y avoir des individus qui sont légèrement plus hauts dans l'échelle de la psychopathie que la moyenne de la population. Ils ne sont pas assez profilés pour que chacun puisse les identifier comme des types dangereux, comme des violeurs ou des meurtriers. Mais ces individus sont suffisamment psychopathes pour être manipulateurs et totalement égoïstes dans leur comportement de tous les jours, par exemple au travail. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne fais pas dans l'humanitaire, mon vieux. Bon, eh ben, vendez. Les psychopathes cherchent à maximiser les gains à n'importe quel prix, aux dépens de n'importe qui. Je sais pas, John, je sais pas pourquoi je vous paye. Certains deviennent de grands patrons, des politiciens, des gens célèbres dans les médias, le show business, des psychiatres, des prêtres, des policiers, des juges, n'importe qui ayant de l'autorité et une capacité d'exercer du pouvoir ou de faire de l'argent. Voilà, monsieur le directeur. Bon. Alors si je vous ai bien compris, A, on accepte de nouvelles négociations avec les syndicats et notre marge baisse par rapport à 2012. Ou B, on délocalise au Bangladesh, on perd 200 emplois et on gagne une marge de 20%. Oui, c'est un choix difficile, monsieur le directeur. Pas du tout. Solution B. Ah, Georges, vous n'avez pas oublié de réserver les tickets pour le concert de section d'assaut pour mon fils? Non, monsieur. D'après une étude scientifique, ce sont les grands patrons et les avocats qui sont en tête du hit-parade des psychopathes, menteurs et manipulateurs. Le financier Bernard Madoff détient certainement l'Oscar, mais dans le palmarès des professions qui attirent les psychopathes, on trouve au 3e rang les stars des médias et particulièrement les présentateurs de télévision. Je vous embrasse tous et j'embrasse les yeux de Caligula et la bouche de Marie. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le prix élevé du pétrole de ces derniers jours. L'équipe de spécimens est donc formée de psychopathes, de menteurs et de manipulateurs. Vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Mais on espère malgré tout que ça ne va pas vous décourager de nous retrouver lors de notre prochaine émission le 19 juin et de revoir celle-ci à tout moment sur notre site internet. Si vous voulez nous donner votre avis, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité, à bientôt.